Bonjour, ici Stéphane Lachance de Respect citoyen. Mon équipe et moi sommes prêts à défendre vos intérêts à l'Hôtel de Ville de Québec. Respect citoyen, c'est une meilleure gestion de l'argent public et des meilleurs services de proximité. Respect citoyen, c'est Québec, comme on l'aime. On reçoit aujourd'hui Isabelle Demers de Force 10. C'est la dauphine du maire, si on peut dire. Donc, le maire Gilles Laulier ne se représente pas. Mais c'est elle qui reprend les rênes du parti. On recevra demain Serge Bonin, donc le dernier candidat, et un autre candidat à la Ville de Québec en fin de semaine, si tout se passe bien. Donc, sans plus tarder, je vous souhaite une bonne entrevue. Je vous rappelle que de notre côté, sur Patreon, on a l'émission normale. Donc, on fait une revue d'actualité. Et dernière petite chose que je dois vous dire, on le dit ouvertement, il y a une apparence où il pourrait avoir un conflit d'intérêts dans ce qu'on fait parce qu'il y a la conjointe d'un des co-animateurs qui se présente pour l'équipe de M. Bléné. Mais tout le monde a accepté sans problème de faire ces entrevues-là. Donc, on pense que ça a été fait avec le plus d'objectivité et de neutralité possible. Sur ce, bonne entrevue. Bon, mais bonjour tout le monde, bienvenue dans Yann et Frank. On continue notre série municipale. On est dans Lévis présentement. La deuxième candidate à vous présenter, c'est Isabelle Demers de Force 10. Un parti qui est là quand même depuis un petit bout de temps parce qu'on est dans la continuité de Gilles Laulier. Donc, on espère que vous allez apprécier cet épisode. Merci beaucoup d'être là, Madame Demers. Vous, peut-être les gens qui ne vous connaissent pas, pour vous présenter, on en parlait avant de commencer l'enregistrement. Vous avez déjà essayé en fait, vous êtes déjà présenté à la mairie comme indépendante. Après ça, vous avez rejoint l'équipe du maire. Maintenant, vous représentez pour la continuité ou pour sa succession. J'aime pas ce mot-là, succession, mais c'est un peu ça pareil. Comment est-ce que vous vous présenteriez pour les gens qui ne vous connaissent pas, puis un petit peu décrire rapidement votre parcours à la politique municipale? En tout premier lieu, merci de me recevoir, Yann et Frank. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Le parti Lévis Force 10 existe depuis 2005, mais moi, j'ai commencé en politique municipale à l'élection de novembre 2001 pour la création de la nouvelle ville au 1er janvier 2002. Donc, c'est un petit peu spécial parce qu'on était élus, mais non en poste en novembre 2001 parce que la nouvelle ville a été créée pour le 1er janvier 2002. Lévis Force 10 pour les 10 ex-villes qui se sont fusionnées ensemble. Alors, c'est vraiment pour ça que le parti qui a été créé en 2004 puis qui a été à la première élection en 2005, c'était Mme Marinelli qui a été la créatrice de ce parti-là. Elle l'a dit, depuis 2013, ce n'est plus son parti. Il y a eu M. Laulier qui a pris la chefferie du parti en 2013. Moi, depuis l'âge de 17 ans que je faisais des téléphones de pointage, ça se fait encore aujourd'hui, et je faisais des téléphones pour M. Garon dans le temps. Alors, c'est avec lui que je me suis présentée à la première élection. C'est ma 7e campagne électorale, alors, puis je suis à 16 ans de politique municipale, donc il y a des élections que je n'ai pas gagnées. On a de la persévérance, j'ai de la persévérance et j'ai décidé de revenir parce qu'un jour, je suis allée à l'université Laval et j'ai décidé d'aller en sciences politiques parce que je voulais faire de la politique active. Et les gens me disaient à l'université, non, tu vas aller travailler dans un cabinet, les gens qui étudient en politique, c'est pour faire de la communication attachée politique et tout ça. Puis je leur disais, non, moi, je veux faire de la politique active. Je vais être près des citoyens, je vais être sur le terrain, aller représenter les citoyens. Et quand j'ai eu cette occasion-là, en 2001, j'avais 36 ans et je me suis lancée en politique municipale et je suis toujours restée au municipal depuis ce temps-là. Maintenant, avec Gilles Laulier qui quittait, ça ouvrait un peu les portes à tout le monde. On a vu la création d'un nouveau parti avec Stephen Bléné. On a vu Serge Bonin, évidemment, continuer avec son parti Repensons Lévis, qui avait fait une petite percée en 2021. Mais
somme toute, vous étiez dans l'équipe de M. Lehouillier depuis quelques années quand même. C'était quoi votre rôle exact à l'intérieur de l'équipe de M. Lehouillier? Les dossiers dans lesquels vous vous spécialisez, on sait qu'il n'y a pas de ministre au niveau municipal, on comprend ce bout-là, mais est-ce que vous aviez des dossiers spécialisés vraiment de votre côté? Bien oui, tout à fait. Ça fait 8 ans que je travaille avec Gilles, donc Gilles Lehouillier, qui est le maire actuel et qui est maire jusqu'à la prochaine élection. Quand je suis revenue en 2017, j'ai eu la responsabilité de la gestion des déchets, la continuité dans l'élimination de gestion des déchets parce qu'on a eu des enjeux. Vous savez, on parle de déchets, mais tous les services de proximité, c'est ce qui touche les citoyens au quotidien. Alors, Gilles m'avait donné ces responsabilités-là. J'étais vice-présidente de la Société de transport. Alors, puis moi, j'avais demandé à M. Lehouillier à ce moment-là de me redonner des dossiers qui me touchaient, moi, personnellement, de façon à... pas refaire mes classes, mais je voulais reprendre le contrôle des dossiers dans lesquels je travaillais. Et il a accepté ça tout à fait, puis c'est ce qui m'a permis de faire le premier mandat. Le deuxième mandat, avec Gilles, il m'a donné la responsabilité des finances de la ville, alors présidente du comité de finances, et j'ai été nommée au comité exécutif, donc responsable des finances et tout du volet du développement économique. Donc, j'avais cette responsabilité-là, ce qui se passait même au niveau du développement économique, de ramener les dossiers au comité exécutif. Alors, c'est ce que j'ai fait dans les 4 dernières années. Et le dossier des finances est un dossier qui est majeur parce que les finances, ça touche tout. À chaque jour, les finances sont interpellées parce que tous les dossiers passent par les finances. C'est le quotidien de la ville, autant au niveau des opérations qu'au niveau des investissements qu'on fait. Il y a un sondage très intéressant qui est sorti, je pense, c'est ce matin ou hier soir. Ça a été relayé par Radio-Canada. Je veux donner les chiffres exacts pour pas qu'on se trompe. Là. Les dossiers prioritaires des citoyens à Lévis, je les ai notés. De très loin, c'est la mobilité devant tous les autres. Évidemment, finances, un pourcentage des gens trouvent ça important. L'accès au logement, c'est sûr, les infrastructures. Mais en avant, en premier lieu, là, c'est la mobilité. Bon, et après, on peut détailler la mobilité. Ça me permet de dire que le podcast est un peu moins long aujourd'hui parce que vous devez vous rendre ailleurs et il y a des enjeux de mobilité. Je trouve que le lien est très bien fait. C'est ça, mais je sais qu'il y a des gens dans, tu sais, mettons, Québec, Montréal, que ça les fait rire quand ils entendent ça, là, mais à Lévis, pour vrai, c'est devenu infernal. Là. Sur l'autoroute, sur Guillaume Couture, un petit peu partout. C'est quoi les positions que vous voulez amener pour attaquer ce problème-là? Parce que moi, je m'étais mis plein de notes, mais quand j'ai vu ça, je me dit, OK, c'est vraiment l'enjeu numéro 1 des citoyens, fait qu'on va en parler tout de suite en commençant. Tout à fait. Vous savez, ça fait plusieurs années, voire quelques campagnes électorales provinciales qu'on entend parler du troisième lien. Moi, je me rappelle, puis ça, c'est même avant la CAQ, là, qui sont au pouvoir présentement, je me rappelle une ministre libérale qui était venue nous présenter à l'Anglicane le projet de troisième lien. Fait que déjà, ça fait très longtemps. Et Véronique Dallaire. Tremblay. Oui, et je ne la sentais déjà pas convaincue quand elle a fait sa présentation, puis ça fait quand même plusieurs années. Ensuite, la CAQ est arrivée, donc M. Legault est arrivé, et là, on a senti comme un regain, une volonté de réaliser ce projet-là, puis on se disait, bon, bien, ça va finir par se faire parce qu'on en a vraiment besoin. Des options, des tracés, des présentations du côté de Québec, des présentations du côté de Lévis, où on a pu aller voir les différents tracés, les tracés retenus, d'autres qu'on ne retient pas. Puis après ça, moi, ce que je dis, c'est on ne peut pas faire une troisième campagne électorale provinciale sur un projet s'il n'est pas assez avancé pour ne pas reculer ou ayons le courage de dire aux citoyens, on ne le fera pas. Oui. C'est l'impression qu'on a. Hein. Les projets qui nous sont présentés sont pour ne pas être réalisés. Moi, je vous dis, puis là, ils ont présenté plusieurs options. Là, le dernier tracé qui a été présenté, on parle de la route des îles avec la ferme Chappet. Je dis, est-ce que les partenaires, puis j'ai vraiment dit partenaires, ont été rencontrés? On parle de Valero, on parle de la ferme Chappet. Valero n'avait pas été rencontré. La ferme Chappet, c'est une terre fédérale. Aujourd'hui, le gouvernement fédéral ne peut posséder aucune terre fédérale sans que les Premières Nations aient donné leur accord. OK, il y a un beau bordel là. Il y a un beau bordel là. Moi, j'ai posé la question et j'ai dit, est-ce que vous avez rencontré soit les Premières Nations, le gouvernement fédéral? Et on m'a répondu, c'est pas un enjeu. Bon. OK, c'est pas un enjeu. C'est pas un enjeu. C'est un dossier qui appartient au provincial, mais c'est un dossier qui, au quotidien, touche les citoyens de la ville de Lévis. Oh oui, mais juste pour donner une idée, là, les gens qui nous écoutent, vous n'êtes pas de Lévis ou de Québec, là.
tout à l'heure, je suis parti pour me rendre à l'entrevue ici au studio qui est à l'autre extrémité de la ville. Moi, je suis au centre-ville de Lévis. C'était bouchonné à midi. Il n'est pas 4 heures, il n'est pas 5 heures, c'est vendredi. Arrêté, là, un vendredi. À midi, c'est bouché sur l'autoroute. Donc là, il y a plusieurs enjeux. L'élargissement de l'autoroute, on peut en parler. Mais le troisième lien, puis là, il y a de vos adversaires qu'eux proposent un genre de système de bus, un SRB, tout ça. Vous, c'est quoi votre position par rapport à... Mon troisième lien, vous l'avez dit, en faveur, mais la version actuelle, c'est plutôt... c'est un peu n'importe quoi, là. Donc, vous, ce serait plus à l'est de ce que je comprends. En fait, le tracé proposé, bien, vous avez parlé là, que c'est déjà bouchonné sur l'autoroute 20. Présentement, si on avait un troisième lien qui est dans Saint-David, la continuité de la route des Îles, on ne serait même pas capable de se rendre. Exact. C'est bloqué. Fait que j'ai dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a des options qui vont encore être mises sur la table. Ils ont parlé de péage. Ils ont plein d'options. Puis là, je dis aux gens, surprenez-vous pas, il va en avoir encore plein d'options parce que j'ai l'impression qu'on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va dans ce dossier-là. La Ville de Lévis a besoin d'être bouclée. Hein, on a besoin, là, on a 2 ponts qui sont régulièrement soit des voies fermées ou fermées pour de l'entretien. La Ville de Lévis, les citoyens de Lévis et de Bellechasse. Moi, je parle du leadership municipal, là, mais on parle des citoyens de Lévis, mais tous ceux qui nous entourent, qui partent de Bellechasse, qui ont besoin aussi d'avoir des accès. On a besoin d'un troisième lien qui doit, à mon sens, être plus à l'est. Ça, c'est bien important. Après ça, on parle d'élargissement de l'autoroute 20. Je ne comprends pas que quand on a fini l'élargissement de la troisième voie direction est, qu'on n'a pas pris la machinerie puis qu'on ne l'a pas traversé l'autre bord parce que c'est prévu qu'il y ait une troisième voie direction ouest. Mais qu'est-ce qui est arrivé, justement? Parce que c'était prévu. Moi, dans ma tête, pendant un bout de temps, ça se faisait. Puis là, un moment donné, non, il n'y a plus. C'est suspendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Permettez-moi juste de donner mon opinion et je pense que c'est une question. Oui, je pense que c'est une question de financement. Le gouvernement provincial, c'est vous puis moi. Il n'est pas plus riche. Hein? On essaie de faire... on transfère un peu, on va le transférer quelques années. Moi, ce projet-là, 2026, l'élargissement devait se faire 2026, repoussé en 2028, repoussé en 2031, puis oups! Ils viennent de le ramener en 2026. Alors moi, j'ai dit, avant quoi que ce soit, il faut que l'élargissement d'autoroute 20 soit fait. Ça a fonctionné direction Est. Donnez-nous cette possibilité-là que ça fonctionne direction Ouest. Puis on l'a vu, la différence. Direction Ouest, ça a fait du bien. Tout à fait. C'est plus bloqué. Exact. Parce que les bouchons, ça a été réglé par l'élargissement. Là, je vais passer, parce que ça, c'est le projet vraiment d'élargissement en lien avec le troisième lien. Maintenant, sur Guillaume Couture. En 2020, déjà, parce qu'on travaillait le dossier des voies réservées, vous savez, Lévis Force 10, déjà en 2017, on a dit non au SRB, le service rapide par bus. On a dit non au SRB en 2017 parce qu'on ne retrouvait pas les besoins des citoyens de Lévis pour ce projet-là. On a dit non. Et je le répète, pour 2025, on dit encore non au SRB. Présentement, c'est quand c'est prévu la fin de Guillaume Couture? Parce qu'on comprend que c'est pénible pour la plupart des citoyens. Ça crée des bouchons. Oui. Des coups de pied dans des comptes. On a vu la même chose. On comprend que c'est pénible, mais en même temps, on sait que c'était pas juste de refaire la route. Là. Il y avait beaucoup de tuyauterie qui devait être faite en dessous. Fait qu'à un moment donné, il faut que ça se fasse. Oui. C'est pas agréable. Mais là, c'est censé finir quand? Puis les projets sont tellement avancés, on ne peut pas vraiment modifier ces choses-là, je pense. En fait, sur Guillaume Couture, il y a 3 phases. Okay. Plusieurs tronçons, mais 3 phases. Les 3 tronçons qui viennent de se terminer. Fait qu'aujourd'hui, nous, on nous avait dit, là, la section où les cônes ont volé, là, les cônes ont été ramassés en début de semaine. Okay. Il restait du lignage à faire. Là, la dernière couche d'asphalte, le lignage, il restait à faire, mais les cônes ont été ramassés. Il reste encore quelques travaux à faire, plus vers Saint-Omer, mais les 3 tronçons qu'on a fait en premier, qui ont été prévus, financés par le gouvernement fédéral, provincial et la ville, ça se termine, là. Les 3 tronçons se terminent et c'était les 3 tronçons où le transport collectif, donc les autobus, restaient le plus souvent bloqués derrière les voitures. Okay. Donc, il n'y avait pas d'adhérence à l'horaire. Le choix qu'on a fait pour les besoins de la ville, des citoyens de la ville de Lévis, c'est d'aller en voie réservée. Puis après ça, on se dit, non, on met tout ça aux poubelles, 149 millions d'investissements. En 2020, les experts de la ville et les experts de la Société de transport de Lévis ont dit, dès que les 3 premiers tronçons vont être terminés, l'achalandage de la Société de transport va augmenter de 22 %. Pourquoi? Parce que présentement, ou avant que les travaux se terminent, il n'y avait pas d'adhérence à l'horaire. La Société de transport publie un horaire, on respectait
j'y suis, hein, je siège à la Société Il y avait de des transport. retards, On pouvait pas, on respectait même pas les horaires qu'on avait établis. Qu'est-ce qu'ils font, les usagers, dans ce temps-là? Ils sortent des autobus. Ouais. Ils vont se trouver d'autres moyens de transport. 22 d'augmentation d'achalandage. Ça, c'est qui est prévu, parce que c'est pas arrivé encore. C'est prévu dans le futur. À la fin des 3 tronçons qu'on vient de terminer, on prévoit déjà dès 2026 22 d'augmentation d'achalandage. La beauté, c'est que la Société de transport avait déjà récupéré l'achalandage d'avant la pandémie. On est une des seules sociétés de transport qui était à 103 d'achalandage de l'achalandage qu'on avait avant la pandémie. Fait que la Société de transport va très bien. Mais les experts l'ont écrit. Et 22 d'augmentation d'achalandage avec des voies réservées, 28 d'ici 2030. Là, les gens disent, oui, mais là, on est tanné des travaux. Les travaux sont terminés dans ces tronçons-là. Présentement, on est en train, dans la phase 2, de regarder le premier tronçon. Les travaux ne se feront pas l'année prochaine. On est en période... On est en design. On est dans design, on est en période de planification de ces travaux-là. Là, après ça, on va parler des subventions, les programmes de subventions qui ont changé. Fait que le financement, il n'est pas canné, autrement dit, pour phase 2 et 3. Non, là. pas du tout. On a vraiment le financement pour le 149 millions. Le provincial, le fédéral ont embarqué aussi et la Ville qui a quand même investi tout près de 40 millions sur ces 3 phases-là. Après ça, on parle d'un programme qui a été changé au gouvernement provincial. C'est pas la première fois que le gouvernement provincial change des programmes. Et ça va changer. Il va y en avoir d'autres changements. Mais là, on dit, si on ne fait pas un SRB, nous, on n'en veut pas parce que ça ne répond pas aux besoins des citoyens, bien, on va perdre des subventions à 95 %. Et là, moi, je vais vous dire, c'est comme si je dis aux citoyens, je vais aller acheter un produit pour vous qu'on n'a pas besoin parce qu'il est subventionné à 95 %. C'est exactement ça. Mais juste pour qu'on soit clair, Oui. ça, on prononce le mot SRB sans arrêt, mais service rapide de bus. Ce que Oui. ça implique, c'est quand même une forme de dalle de béton pour protéger l'autobus. En fait, c'est dans le centre. Hein? Le SRB, c'est central. Nous, ce qu'on a décidé de faire, Mais ça implique des pépines. Là, je veux dire, ben oui, c'est- tout à fait. Un tramway, pas de fil, essentiellement. En fait, on recommence pour 10 ans de travaux pour un projet qui n'est pas commencé encore. C'est ça. Mais moi, j'ai pas le feeling que les citoyens de la ville de Lévis, c'est le financement qui est l'enjeu. Je pense que c'est Le service. C'est les cônes oranges. Oui, Ils sont mais- tannés, ils veulent plus de cônes Exact. oranges. Là, on a donné, Oui. on comprenait, mais Ouais. là, on veut être libre pendant un petit bout de temps. Tout là. à fait. Et je le comprends tellement. Puis comme je vous dis, le prochain tronçon, on est en mode de préparation. Ça ne sera pas demain matin. Là, j'ai lu, vous allez peut-être rire, mais j'ai lu à quelque part qu'on disait pas de l'élargissement de l'autoroute 20 en même temps que Guillaume Couture. Là, on est loin de la coupe aux lèvres là, pour Guillaume Couture. On commence les planifications des phases. L'élargissement de l'autoroute 20, ça doit se faire en 2026, je le dis. Le leadership municipal, c'est là qu'il passe, d'aller s'asseoir avec les ministres puis de dire ça doit se faire. Vous l'aviez prévu, ça a été retardé, remettez les sommes. Il y a une campagne provinciale qui s'en vient aussi. Hein? Mais justement, est-ce que c'est pas un peu ça l'enjeu qu'on a? C'est qu'il y a tellement de paliers de gouvernement impliqués dans le transport puis dans la mobilité qu'on ne sait plus où se garrocher. Là, là, le fédéral veut faire un TGV entre Québec et Toronto. Au provincial, on a des partis qui nous disent, nous autres, on va faire un tunnel avec un train entre Québec et Lévis. Là. Il y a un parti qui va peut-être être élu. Là. Ils ont encore cette proposition-là dans leur plateforme. Mais moi, mon petit doigt me dit que les 2 villes n'ont pas été consultées pantoute pour ce projet-là. Moi, je vous confirme que j'ai été appelée un matin à 7 heures, la journée où ils ont présenté le tracé qui était retenu. Donc, consulter, la réponse, c'est non. 7 heures le matin, j'ai été avisée. Mais consulter, puis je vous parlais des partenaires tantôt, là, je vous parlais de Valero puis de la ferme Chappet. Puis là, vous savez, là, c'est l'option un pont, un tunnel. Je ne sais pas qui a été consulté du côté de Québec. Consulter. Une consultation, c'est qu'on s'assoit, on discute, puis on va pour ce qui est le mieux. On est informé que c'est ça qui allait être présenté. Parce que juste complémenter là-dessus, Oui. dans le projet, par exemple, de tramway à Québec qui a été repris par la CDPQ Infra. CDPQ Infra. Eux, dans une de leurs versions, ils disaient « Oui, mais maintenant, ce projet-là, ça va traverser pour s'en aller, se connecter avec Lévis d'une manière ou d'une autre. » Mais Lévis, es-tu au courant Moi, j'essaie de comprendre un peu comment ça fonctionne. Là, puis je me mets dans la peau des gens qui nous écoutent, ne doivent pas trop comprendre. Il y a beaucoup de travaux qui se font à la tête des ponts du côté de Québec présentement. Donc, il y a des travaux qui font que le pont de Québec est régulièrement fermé.
l'entente qu'on avait et qu'on a eue, puis on a été consulté, c'est de dire les autobus de la Société de transport de Lévis vont aller vers un centre de transfert. On va dire ça comme ça, où les gens vont traverser. On a un titre métropolitain maintenant. Un peu comme l'autocar des chutes dans le temps. J'ai déjà pris ça, moi. J'ai pris l'autre transporteur avant qui se présentait pas tous les matins, moi. Okay. Autocars des chutes sont quand même très fiables. Là. Parce que c'est ça, les gens se regroupaient, puis on se redispatchait dans un autobus, puis on repartait sur la Rive-Nord avec ça. Exactement. Tandis que là, tout près de l'aquarium, il y a vraiment un centre, mais il y a un tunnel pour faire qu'il y a un centre d'échange qui va se faire près de la rue de l'Église. Donc, les gens vont pouvoir puis là, je vais dire, se rabattre sur le réseau de transport de la capitale. Et ça, on a été consulté. Le travail s'est fait depuis plusieurs années. Puis moi, je disais, bien, c'est parfait parce que maintenant, on a un titre métropolitain qui coûte 9 $ de plus que notre passe mensuelle et ça donne accès aux 2 sociétés de transport. Pourquoi on est allé là-dessus? Parce que là, il y a des gens... Moi, je me suis fait demander pourquoi vous fusionnez pas vos 2 sociétés de transport. Non, pas sûr qu'on veut Québec. Là, c'est pas... La réponse pour moi... Elle n'est pas très bien gérée, le RTC. Là, je ne veux pas rentrer dans la gestion, mais je peux vous assurer... Dans le rapport, il était 9e sur 10. C'est ça, il était 9e sur 10. Et la Société de transport de Lévis, saviez-vous où elle était? Non, on a... C'est 2e. 3e dans la province. On a une société de transport. Je vous parlais des experts tantôt. Là, je fais tellement confiance aux experts de la Société de transport et aux experts de mobilité à la Ville de Lévis parce qu'on a une société qui est très bien gérée. Alors moi, je fais confiance quand ils nous proposent des tracés. On a arrêté l'année passée d'aller au parlementaire. On en a beaucoup parlé parce qu'il y avait des citoyens de Lévis qui travaillaient au Parlement et maintenant, le transfert se fait à l'université. Avec le titre métropolitain, les gens disent « Oui, mais ça va nous coûter plus cher. 9 $ pour avoir accès en tout temps aux 2 sociétés. » C'est ce que ça a coûté. C'est les ententes qu'on a fait avec la communauté métropolitaine de Québec, le réseau de transport de la capitale et la Société de transport. Je pense que tout le monde y trouvait son compte. D'avoir accès aux 2... Il fallait qu'il y ait un transfert au niveau de l'université. Là, le transfert va se faire au centre d'échange. Moi, je pense qu'avec des voies réservées, on va aller donner aux citoyens ce qu'ils ont besoin en transport et mobilité parce que le transport par autobus, c'est une façon de se transporter, mais ce n'est pas que ça. On va parler des vélos. Moi, je dis tout le temps, il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde. Les gens me disaient, mais ce qu'on veut, c'est de retirer des voitures sur la route. Si la société de transport n'est pas capable de respecter même ses horaires, on ne sera jamais capable de donner ce service-là pour que les gens restent dans les autobus. La Société de transport de Lévis a beaucoup d'ententes avec les collèges, les écoles, pour faire du transport au niveau secondaire et collégial. On a des autobus qui sont réservés pour les étudiants. Et là, je me dis, il faut leur donner la bonne habitude. Et c'est ça qu'on fait présentement. Donner la bonne habitude. Et si le service va bien, probablement que ça va être encore nos futurs usagers. On va aller un petit peu du côté des finances publiques. Oui. Je suis quand même content de vous avoir parce que vous étiez sur le comité. Présidente. Exact. 2024 a été une année vraiment spéciale parce que les taxes ont augmenté fortement cette année-là, 7,5 % pour le résidentiel. Les revenus de la ville avaient augmenté de 13 %. Et évidemment, moi, quand j'avais vu ça, j'étais allé dans les chiffres directs. Le budget, j'ai un tripeux de chiffres, on ne m'en cacherait pas. Puis ce qui avait ressorti dans ce budget-là, c'était une augmentation au niveau de l'administration municipale de 28 % Puis j'avais trouvé ça assez spectaculaire. Puis j'aimerais ça avoir votre explication. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit de l'administratif qui nous a coûté aussi cher en 2024? En fait, je peux tellement bien l'expliquer. Cette année-là, je me suis fait même poser la question au moment où on a déposé le budget. Trouvez-vous que c'est une bonne journée pour vous? La réponse est non. On n'est jamais content de faire ça. On n'est jamais content d'annoncer ce genre de nouvelles-là. Moi, ça fait 8 ans que je suis aux finances. J'étais vice-présidente des finances de 2017 à 2021, 2021-2025, présidente du comité de finances. En fait, ce qu'on a fait, c'est de ne pas vouloir couper les services aux citoyens. Ça a été vraiment le choix qu'on a fait parce que les contrats, quels qu'ils soient, nous... Je vais juste vous interrompre. Oui. Je veux dire, les services aux citoyens, me semble, ne sont pas dans les services administratifs, sont ailleurs. On va voir dans le service de police, par exemple, l'incendie, le RTC, pas le RTC, pardon, mais la société de transport. Oui. Mais je veux dire, là, c'était vraiment le volet administratif qui avait augmenté beaucoup.
Bien, là, puis je vais vous dire, les cols bleus sont sur le terrain, mais les cols blancs, c'est ceux qui gèrent aussi les gens qui sont sur le terrain. Donc, dans l'administration, il n'y a pas eu... Il y a les cadres des cols bleus, par exemple, qui sont dans l'administratif. Tout à fait. Puis moi, ce que je veux vous dire, la décision qu'on a faite quand on est allé, c'est 6 d'augmentation réelle de taxes, puis 1,7 pour la tarification. Hein, il y a toujours l'eau, l'assainissement des eaux, les déchets. Les petites lignes de bas de page en dessous du compte de taxes. Oui, qu'on regarde rarement, mais qui sont là pareil. Là. Mais effectivement, et c'est la décision qu'on a prise parce qu'il aurait vraiment fallu couper les services et on a décidé de ne pas le faire. Moi, j'ai fait une moyenne sur les 5 dernières années. Je ne suis pas allée à 8. J'aurais dû le faire, le calcul. Sur les 5 dernières années, c'est 3,14. Fait que c'est sûr, parce qu'il y a une année où on a fait 0. Cette année-là, elle suit. Hein? En 2021, le compte de taxes a eu 0 d'augmentation. Fait que sur 5 ans, on dit 3,14. La journée que les gens ont reçu la nouvelle, j'ai eu des courriels, des téléphones, c'était moins agréable, disons-le, avec raison. C'est jamais le fun de recevoir une augmentation. Puis je le dis très sincèrement, une augmentation élevée, mais on le fait pour préserver les services qu'on donnait aux citoyens. Quand les citoyens ont reçu leur compte de taxes, la majorité sont venus me dire, bien, on pensait que c'était pire que ça. Parce que ça faisait des différences, 10, 15, 20 $ par mois. D'autres ont eu des augmentations un peu plus grandes, mais c'était pas si pire que ça pour passer au travers. Puis on est revenu avec je vous dirais, un taux qui est sensiblement normal. On a eu 2,9 la dernière année. 2025 était plus tranquille. Oui, tout à fait. Comme les autres années avant. Avant le 0, là, on avait eu du 2,8, 2,9, 3,1. C'est des taux qui sont, je vous dirais, normal et plus acceptables parce que c'est des taux qui frôlent à l'inflation. Et c'est ce qu'on a annoncé pour les 4 prochaines années. C'est ça que vous dites dans votre plateforme. Là. Oui. Limiter ça à l'inflation. À l'inflation. Oui. Un des sujets qui était vraiment prioritaire aussi pour les citoyens de Lévis, puis ça, je pense, peu importe où vous êtes au Québec, ça va être une priorité aussi, c'est l'accès au logement et à la propriété. Oui. Vous parlez dans votre plateforme qu'on prévoit sur les 25 prochaines années 27 000 nouvelles unités. J'imagine que c'est plus le logement, ça, que les résidentiels. Est-ce que vous... Comment je dirais ça? Est-ce que c'est un problème qui va perdurer longtemps? T'sais, on a l'histoire du moratoire à Lévis. La crise du logement, on pense tout le temps que c'est Montréal, c'est Québec, au centre-ville, tout ça, mais je pense qu'à Lévis, on commence à le voir. Là. Moi, je vis ici, j'ai ma maison depuis 2021. Je ne serais pas capable de l'acheter aujourd'hui. Là, c'est un peu... Et là, on se demande c'est quoi le plan, finalement, là, pour tout ça. Ouais. C'est quoi votre vision par rapport au logement? Quand on parle du 25 000 unités ou 27 000 unités dans les 25 prochaines années, c'est la capacité maximale des travaux qu'on est en train de faire dans nos usines. Usines de filtration. Les usines de traitement d'eau usée. Parce qu'à Lévis, on ne manque pas d'eau. Hein, parce que des citoyens qui nous disent hey, on est inquiets, est-ce qu'on va manquer d'eau? Non, c'est pas l'aqueduc, c'est les eaux usées. C'est vraiment... L'eau, ça rentre, l'eau usée, ça sort. Il faut traiter, ça rentre, mais il faut traiter quand ça sort. Alors là, présentement, on avait mis l'emphase sur nos usines de traitement d'eau de 2021, 2024 et 2025. Là, c'est vraiment l'emphase sur nos usines de traitement des eaux usées. Le moratoire, ce qu'il fait, c'est de prendre une pause pour dire on va s'occuper de nos usines. Premièrement, on est en phase de mise à jour présentement et dans les 2 prochaines années, tout se fait conjointement. Dans les 2 prochaines années, c'est l'augmentation de la capacité qui va nous amener aux 27 000 unités. Là, on me disait, vous ne calculez pas bien, 27 000 unités en 25 ans. Si on développe 3-4 000 unités, ça n'arrivera pas, on ne fera pas 25 ans. Tant mieux si on ne fait pas 25 ans. Lévis est très attractif. Si les promoteurs veulent venir développer ici à Lévis, puis que le 25 000 ou 27 000 unités est complété dans 15 ans, il sera complété et la zone urbaine qu'on a le droit de développer va être complète. Là, il y en a qui m'ont dit hey, non, vous allez développer dans la zone agricole. Jamais. Nous, on dit, on n'ouvrira pas les terres agricoles. On a besoin de conserver nos terres agricoles. 74 % du territoire lévisien est agricole. Et je le dis et je le répète, on ne touchera pas les terres agricoles. Donc, le 25 000 ou 27 000, s'il se fait en 10 ou 15 ans, il se fera en 10 ou 15 ans. Quand je vous parle qu'on est attractif, les promoteurs viennent nous voir parce qu'ils veulent construire à Lévis. Et ce qu'on a fait même pour le logement, puis là, je vais ajouter logement social et abordable, c'est qu'on a mis
En fait, on a enlevé du moratoire les constructions pour le logement social et abordable. À l'intérieur du moratoire, s'il y a des promoteurs qui veulent venir construire du logement social abordable, puis hier, je discutais, puis on dit maintenant même du logement communautaire, ils ont l'autorisation de construire pendant le moratoire. Fait que nous, ce qu'on s'est dit, on a besoin de logements social et abordables, mais même pendant le moratoire, s'il y a des promoteurs, on ne construit pas. Hein? La Ville de Lévis ne construit pas. Fait que s'ils veulent venir puis nous faire du logement social et abordable, nous, dans notre plateforme, Lévis Force 10, ce qu'on a fait, c'est 1500 logements abordables et sociaux dans les 10 prochaines années. Par rapport au moratoire, Oui. si je vous permets, avec une belle machine à remonter dans le temps, Oui. de venir changer une ou deux décisions dans le passé, qu'est-ce qu'on fait pour éviter le moratoire? En fait, on est tellement attractif. On a un schéma d'aménagement qu'on vient de reviser là, depuis 2014. On avait une cible de 850 logements par année. On a construit 2 et 3 fois plus que le 850. Puis pas parce qu'on a décidé qu'on voulait construire plus vite, parce que les promoteurs sont venus ici à Lévis, respectaient la réglementation et la Ville avait l'obligation d'émettre le permis. On ne pouvait pas dire non, ça, on va attendre. Si ça respectait la réglementation, on devait émettre le permis. Donc, c'est ce qu'on a fait. À un moment donné, on a dit là, c'est assez, là. On va prendre le temps de... Vous savez, la Ville de Lévis n'est pas la seule qui a des problèmes. Parce que le moratoire, est-ce que ça vient de vous ou du ministère en réalité? En fait, c'est nous qui avons pris la résolution, mais on ne pouvait pas, 1 an et demi avant qu'on prenne cette décision-là, le gouvernement provincial nous a donné l'autorisation de faire des moratoires parce qu'avant, on ne pouvait pas. 1 an et demi avant, ils nous ont dit, parce que plusieurs villes avaient des problèmes d'investissement au niveau des infrastructures, ils nous ont donné cette possibilité-là. Et c'est là qu'on a dit, bon, là, on est sur 1 an et demi. Là, les gens vont dire, est-ce que vous avez été trop long pendant 1 an et demi? Ça ne se fait pas du jour au lendemain, un moratoire. Mais avant, on n'avait pas la possibilité de le faire. Fait qu'on émettait les permis. Puis à un moment donné, bien, on a dit, nos ingénieurs de la Ville qui font un excellent travail nous ont dit, là, il faut ralentir. Mais on n'avait pas les poignées pour le faire. Quand on a eu les poignées pour le faire, c'est là qu'on a évalué pour dire OK. Puis on a fait en novembre 2024 le moratoire. Est-ce que c'est peut-être, là, je déborde de Lévis, mais on dirait que c'est un peu la conclusion logique de ça. Est-ce que le fait que les villes n'avaient pas le droit de faire de moratoire, c'est un peu ça qui explique qu'on voyait toutes sortes de reportages que, dans le fond, des villes prennent une éternité à donner des permis. Tu sais, c'est comme une manière de faire un moratoire sans en faire un, si on veut. Là. Si ça prend tellement de temps à avoir les autorisations puis le permis pour construire, c'est parce qu'on essayait de faire de limiter finalement l'impact que ça pouvait avoir ces infrastructures. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Si tu me dis que je peux pas les refuser, ben on va prendre plus de temps. Je vais prendre juste plus de temps. Oui. Fait que c'est comme une conséquence un peu de ça. Là. Oui, tout à fait. Puis l'autre chose, c'est que si on prend plus de temps, les promoteurs sont là, ils peuvent nous dire aussi, bien là, vous êtes en train de nous dire que nous, on veut construire, on a le financement et tout ça. Puis on se met toujours à risque de poursuite dans ce temps-là. Quand ça respecte la réglementation puis qu'on n'émet pas les permis, on se met à risque de poursuite. Exact. Vous dites on s'engage à ne pas aller sur le territoire agricole, il faut respecter le périmètre urbain de la ville. Oui. Mais là, vous dites en même temps la ville est très attractive, il y a des gens qui viennent. Ça veut dire qu'il n'y a pas 36 options, ça veut dire qu'il faut que la ville se densifie. Oui. C'est quoi l'avenue par rapport à ça? Puis des fois, les gens entendent ça, densification, puis on s'imagine... On va avoir des tours de 38 étages partout. Je pense que les gens à Lévis, c'est pas tant ce style de vie qu'ils recherchent en venant vivre ici. C'est quoi le plan par rapport à ça? Bien, en fait, effectivement, encore là, des fois, les gens pensent qu'on fait toutes nos décisions, on prend toutes nos décisions toutes seules, mais dans le schéma d'aménagement, le gouvernement provincial nous demande de densifier. Si on ne va pas, c'est pas si on ne va pas, on ne va pas dans la zone agricole. On n'ouvre presque plus de rues là, à Lévis. On fait de la reclassification. Donc, c'est des bâtiments qui existaient, soit qu'ils soient démolis, on fait une tour ou on fait des logements, des 6, des 8 logements. C'est sur des réseaux existants. Alors, les réseaux existants, c'est vous puis moi qui les avons payés. Puis nous, on a dit, parce que là, on pourrait parler des redevances parce qu'on vient de passer un règlement pour les redevances pour les promoteurs. Nous, on paye, puis là, j'appelle ça de la tuyauterie souterraine, là, mais c'est vous puis moi, les payeurs de taxes qui le payons présentement. Les promoteurs s'installent, font un bloc où il y avait peut-être un 6 logements, ils vont faire un 100-150 logements, puis ils se branchent sur des réseaux que vous et moi, on a payés. Fait que là, on a dit non, ça, c'est assez, là. Les citoyens de la Ville de Lévis ont assez payé. On a mis de 2000... Mais je veux dire, si on fait payer le promoteur en bout de ligne, c'est la personne qui va acheter l'unité qui va payer. Là. Bien, en fait,
l'unité ou le locataire. Mais c'est eux autres qui payent en bout de ligne. Savez-vous, moi, je revire ça de bord puis je me dis, au lieu de faire des millions de profits, même si on faisait un de moins. Hein? Ouais, l'économie, ça ne marche pas vraiment de même, Mme Demers. Je suis aux finances, je le sais, mais en bout de piste, les citoyens de la ville de Lévis payent déjà 500 millions pour les usines d'eau et les usines de traitement des eaux. Depuis 2021 jusqu'à 2029, c'est 500 millions de dollars. Je pense qu'on a payé assez. Bon, fait que vous dites autrement dit, oui, ça revient aux gens qui achètent les unités ou qui les louent, mais c'est un genre d'utilisateur payeur. Tout à fait. C'est ce que je comprends de votre position. Je vous ramène un peu sur les finances publiques. On a les ratios de dette, je pense que vous avez quand même beaucoup poussé là, dans les dernières années. On avait frappé un montant qui était assez élevé en pourcentage. La manière que ça marche, c'est pas par le PIB, évidemment, qu'on calcule ça. Au niveau d'une ville comme Lévis, on mesure ça en fonction des recettes fiscales. Donc, là, un ratio de 148, 150 dans ce coin-là, on vise à ramener ça autour de 130 à peu près. Ça, on se rend compte qu'il y a une limite aussi au niveau du service de la dette. Ça, c'est une limite qui est rigide. Ça vient carrément, je pense, du gouvernement provincial. 20 du service de la dette maximum dans votre budget. On ne peut pas dépasser ça ou on vise de ne pas dépasser ça. On vise de ne pas dépasser ça, effectivement. Donc, on sent présentement qu'on est un peu à la limite de la capacité d'emprunt de la ville de Lévis. Puis, l'impression qu'on avait quand vous avez reçu le rapport de Raymond Chabot, Grant Thornton, c'était que si on ne peut pas arriver puis trop augmenter les taxes, les trois parties présentement, vous avez à peu près la même promesse, là, c'est pas plus que l'inflation. On sentait qu'il y avait une volonté de diversifier les sources de revenus, puis on a demandé à Raymond Chabot justement d'étudier ça. Est-ce que c'était une façon d'augmenter l'assiette fiscale pour pouvoir emprunter plus éventuellement? Bien, non, pas pour pouvoir emprunter plus. Lévis est une ville en développement. Il y a 2 villes au Québec qui ont à peu près le même, le même scénario parce qu'on est des villes en développement. Donc, c'était normal de faire des investissements. Donc, le développement, puis on l'a vu dans les dernières années. Si on regarde la ville de Lévis en 2013, puis 2001, hein, quand moi j'ai commencé, 2002, puis ce qu'elle est aujourd'hui, on n'a plus la même image de la ville de Lévis. Donc, c'était normal de faire des investissements. Moi, j'appelle pas ça une dépense. Quand le cadre financier a été adopté en juin 2024, ce cadre financier-là venait nous dire qu'on était à 161 au moment de l'adoption du cadre financier. Et la prévision de Raymond Chabot pour la première année du cadre financier nous amenait à 156 revenus sur dette. Malgré les investissements qu'on avait à faire, puis c'est vrai qu'en 2029, on vise 130 %. Idéalement, moi, ce que je veux, c'est qu'on vise le 100 %. Hein, une ville habituellement à 100, Québec... 88, je pense. Oui, sauf qu'il était beaucoup plus élevé que ça. Quand M. Labaume a pris les rênes de la Ville de Québec, a fait des coupures. Puis c'est des choix qu'ils ont fait pour arriver à ça. Nous, on a dit clairement, puis être transparent vers la population, c'est de dire on a encore beaucoup d'investissements à faire, puis on s'attend que d'ici 2030, on soit à 130 %. On a fini l'année 2024. Au lieu d'être à 156, qui était prévu, on est à 151. Donc, on fait déjà mieux sur le cadre financier que qu'est-ce qui était prévu dans la première année. Et moi, je vous le dis, c'est ma plus belle réalisation, le cadre financier de la Ville, parce que là, on a mis sur papier comment on va gérer les surplus. Puis là, les gens nous disent, oui, mais vous faites des gros surplus. Je pourrais vous en parler des surplus de la Ville, là, mais... Bien, à la base, vous n'avez pas le droit de faire de déficit. Non, on n'a pas le droit. Fait que c'est sûr que tu fais un surplus dans ce temps-là. Oui, ou bien on arrive à 0. Bon, oui, c'est ça. Puis, idéalement... c'est le choix entre 0 ou un surplus. Oui. Oh, excusez-moi. Faire un surplus dans une ville, c'est... Puis là, je vais utiliser le bon terme. Vaut mieux faire un surplus. Puis je vous explique pourquoi. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Oui. Ben, on ne peut pas faire de déficit, fait qu'il y a des coupures qui se font. Ça vous oblige à faire un surplus. Oui, tout à fait. 0 non plus, ça n'arrive jamais. Mais on a des réserves. Les réserves à la Ville de Lévis, on a des réserves de déneigement, on a des réserves d'entretien de cours d'eau, on a des réserves pour le développement économique. On a plusieurs réserves et les réserves sont majoritairement pleines présentement. Fait que ça, pour nous, c'est déjà notre coussin pour pouvoir fonctionner. Après ça, on dit, on va se faire un fonds d'urgence, appelons-le comme ça, 3 % du budget qu'on met de côté si jamais il arrivait des urgences. Ça, c'est en plus des réserves. En plus des réserves. On a ça présentement. Et en troisième, ça, c'est dans le cadre financier. En troisième, on dit, s'il reste de l'excédent, on va les rembourser de façon anticipée la dette. Et en 2025, c'est ce qu'on a fait. 8 millions qu'on a pris
du surplus qui a été fait. Premièrement, on a rempli les réserves. Celles qu'on avait à remplir, on les a remplies. On a créé notre fonds qui était autour de 12 millions. Il y a un fonds pour des urgences autour de 12 millions. C'est 3 % du budget. Fait que ça, c'est comme ça à chaque année. Et ensuite, on a fait un remboursement anticipé de 8 millions sur la dette. Et c'est ça qu'on veut faire. Le cadre financier vient nous dire on ne fera pas ce qu'on veut avec les surplus. C'est pas fait pour ça. Les surplus, c'est de l'argent qui sort de la poche des citoyens. En termes politiques, le timing du rapport de Raymond Chabot, je l'ai trouvé spécial. Dans le sens que... Puis je vous explique un peu. Parce que moi, il me semble, d'une manière classique, dans une campagne électorale, on fait des promesses. Puis on affiche des dépenses ou des investissements, comme vous dites. Mais c'est rare qu'on dit on veut augmenter les taxes. Ce rapport-là, on a mis ça sous le couvert de diversifier les revenus, mais ce qu'il propose, c'est des nouvelles taxes, principalement pour la ville de Lévis. Il me semble que c'est un mauvais timing, une campagne électorale pour des nouvelles taxes. Bien, moi qui est présente présentement, je suis une élue et je n'ai pas trouvé que le timing était mauvais. Au contraire, c'est de venir dire aux citoyens, voici ce qui est sur la table. La façon facile sera toujours de dire on va taxer. On va taxer de façon différente, mais on va taxer. L'argent, de toute façon, va sortir de la poche des citoyens ou des promoteurs. Moi, je dis on devrait beaucoup plus regarder les utilisateurs payeurs. On en a parlé tantôt. Beaucoup plus regarder cette façon-là. Pour l'administration, puis je le dis très clairement, c'est bien plus facile de dire on va taxer. On va taxer de façon différente les bâtisses qui dépassent. Puis là, je dis n'importe quoi parce qu'il n'y a rien d'arrêté. Il y a des propositions qui ont été mises. Il y avait 31 propositions, mais c'était pas nécessairement... Il n'y a rien de choisi, il n'y a rien de canné dans ce rapport-là. C'est pour nous donner des idées. Et M. le maire, quand il l'a déposé au conseil de ville, il a été très clair. Je ne prendrai pas de décision pour le prochain conseil. Il ne voulait pas, et j'en suis, là. Je suis au conseil. On s'est dit, il va y avoir un conseil qui va être changé. Le 2 novembre, il y aura un conseil différent. On va laisser la chance aux gens qui vont être élus de prendre ces décisions-là. Votre équipe prend le pouvoir demain matin. Oui. Y a-t-il quelques de ces mesures-là dans les 31 que vous mettez de l'avant? Je laisserai le conseil décider, mais c'est sûr qu'on a très bien regardé le rapport. Comme je vous dis, je suis là-dedans tous les jours. Puis il y a des choses sur lesquelles moi, je n'irai pas, sincèrement. Par exemple? Bien, en fait, on parlait de taxation au niveau des piscines. Oui. Moi, c'est quelque chose où je me dis... Administrativement, puis on s'entend que l'eau, c'est important, là, mais administrativement, quand un revenu dépasse la dépense qu'on a à faire pour le mettre en place, pour moi, je dis, j'embarque pas là-dedans. Vous voyez les fonctionnaires qu'il faudrait mettre en place, par exemple, pour les piscines. Exactement, le contrôle, les visites et tout ça. Fait que j'ai dit, il y a des affaires comme ça. Il y a des choses symboliques aussi, des fois, qui... À Québec, il y a beaucoup d'affaires qui ont retenu l'attention, même si ce n'est pas des montants immenses, des histoires de taxes sur les chats. On dirait que ça vient comme jouer dans la tête des citoyens. Je ne suis pas sûr qu'il y a grand-chose à gagner. Un sujet que je veux absolument qu'on parle parce que je vois le temps qui file et ça sera peut-être la dernière question. Mais ça aussi, c'est un truc qui fait rire un peu dans les grandes villes par rapport à Lévis. Mais dans notre entrevue avec M. Blénat, on en a parlé. Il y a des gens à Montréal qui trouvaient ça drôle. Là. Mais il y a un enjeu de sécurité à Lévis. Dans votre programme, vous parlez d'un fonds de 500 000 annuels pour financer des projets de prévention de la violence aux armes à feu et aux gangs de rue. C'est vraiment un enjeu, là, pour vrai. Il y a un article du Soleil hier, au moment où on enregistre, c'était hier, qui parlait de violence par arme à feu il y a quelques jours. Là, il y a pour une deuxième fois en très peu de temps. Qu'est-ce qu'on fait pour ça à Lévis, pour la violence, puis les gangs de rue, puis tout ça? Là? On a déjà un fonds qui existe pour la lutte contre la criminalité. Alors, quand je vous parlais des fonds et des réserves, il y a déjà un fonds. Il y a une escouade qui travaille et on a mis un fonds vraiment séparé pour travailler là-dessus. Nous, ce qu'on a dit, et je l'ai dit, je le répète, je fais confiance au service de police de la Ville de Lévis. Je fais confiance au directeur. Nous, ce qu'on a fait, à partir de juin 2025, on l'a annoncé, il y aura 35 policiers de plus qu'on va embaucher sur 2026-2027. Là, il y en a d'autres qui vont vous parler de gel d'embauche. Puis je me dis, des fois, on vote pour des résolutions, puis on ne tient pas. 6 mois plus tard, on ne tient pas. Fait que je ne sais plus qui croire, là. Moi, là, de quelque façon que ce soit, les policiers qui soient à pied, à vélo, en moto, en motoneige, en 4 roues, en auto, qui soient sur le terrain. Et là, on parle de 35 policiers de plus. La Ville de Lévis a grandi de 40 000 de population de plus depuis la création jusqu'à maintenant. 40 000 personnes ont choisi
de venir s'installer ici à Lévis ont le droit de vivre en toute sécurité. Les familles, les citoyens, tout le monde a le droit de vivre en sécurité. Et cette décision-là, on l'a déjà prise au mois de juin cette année. Monsieur le maire était assis avec le chef de police et monsieur le directeur du service de police sait où est-ce qu'il va les mettre, là, ces policiers. Fait que là, on peut parler... Puis c'est vrai, hein, on voit ça dans les médias les derniers jours où on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe présentement. Pourquoi des tirs d'armes à feu? On ne sait pas d'où ça vient, mais la criminalité, il y en a partout, mais maintenant, on la voit. Comme, on n'a pas parlé d'itinérance, là, mais l'itinérance, il y en a toujours eu à Lévis. Les gens réussissaient à se trouver un divan pour dormir, un toit sur la tête. Aujourd'hui, on la voit, l'itinérance. Voyez-vous, les villes changent. Frank a menti. Il reste une question parce que j'ai pas le choix. J'appartiens à la communauté de baseball. Puis je suis obligé. Je vais me faire lapider si je le fais pas. Je suis obligé de parler de baseball. En 2022, Gilles Lewis annonce à une station de radio locale un turf du côté de Maranda. Un terrain synthétique. Hein? Ouais, excusez-moi. Excusez-moi. Mais évidemment, on a vu qu'il y avait peut-être un petit 50 000 à quelque part dans le PQI qui a sorti, mais ça n'a pas été mis de l'avant. Bon, on connaît la situation de l'endettement, j'en ai parlé tout à l'heure. Ça commence à être difficile de penser à des projets d'envergure dans ce contexte-là. Je pense que vous avez fait une annonce quand même de sport cette semaine. Oui. Qu'est-ce qu'il y en est pour la communauté de baseball? Je vous invite à nous écouter la semaine prochaine, mercredi prochain. J'aurai une belle annonce à faire. Je ne vais pas faire ça aujourd'hui. Oh. Mais là, c'est la place, par exemple. Oui, je le sais. Moi, j'ai passé mon enfance, l'hiver dans les arénas, l'été sur les terrains de baseball. Un vieux classique. Oui, mais le transfert d'un sport à l'autre. J'ai été vice-présidente d'un tournoi de baseball pendant 7 ans. Je suis très impliquée. Puis je le dis, puis j'y vais encore sur les terrains de baseball. Moi, je l'ai vu, je les ai rencontrés, les gens. Il y a un tournoi où c'est même les bénévoles qui ont entretenu le terrain. Pour moi, c'est inacceptable. Je le dis, puis je le répète. Mais j'aurai de belles annonces. Tantôt, vous avez parlé de promesses électorales. Je ne fais pas de promesses électorales. Ça fait trop longtemps que je fais de la politique pour faire des promesses. Je prends des engagements de travailler des dossiers puis de les réussir, de les mener à terme. Et c'est l'engagement que je prends pour les citoyens. Là, c'est plate parce que le podcast va être... J'aurais aimé ça qu'il soit diffusé à partir d'aujourd'hui. Vous dites mercredi, il va sortir mardi, mercredi. Ouais. Fait qu'on est correct, on est correct. Et on aura quelque chose pour le baseball mercredi prochain qui va être annoncé. Parfait. Mais Madame Demers, merci d'avoir accepté l'entrevue. C'était super plaisant. On aurait continué ça pendant 1 heure encore, mais on doit vous laisser aller. Écoute, dans la circulation? Dans la circulation. On rappelle aux gens d'aller voter. Il y a le vote par anticipation qui va être commencé, je pense, peut-être au moment c'est dimanche, c'est passé. Podcast, c'est ça. Donc, au moment où les gens écoutent, c'est commencé. Mais la journée du vote, on rappelle aux gens de y aller, vérifier qu'ils sont sur les listes électorales. C'est de la ville, je pense, que pour avoir les bureaux de vote. Là. Oui, tout à fait. Puis là, il y a des grèves tournantes, là, mais il y a des gens qui ont reçu leur carton. Le carton de rappel pour aller voter n'est pas obligatoire, mais le site de la ville, les gens peuvent aller trouver leur lieu de votation. Exact. Le 2 novembre, j'incite les gens à aller voter. 3 partis au municipal. Naturellement, je vais parler pour ma paroisse, Lévis Force 10, équipe Isabelle Demers. On est là pour les citoyens. Excellent, merci beaucoup. Merci.